Chaque printemps, Vladimir Poutine organise une fête que le monde entier peut voir. Parmi les invités, il y a des dirigeants, des ministres, des milliardaires, 20 000 personnes venant de plus de 130 pays, tous conviés dans la ville où il est né. Tous sont là pour entendre une seule phrase. La Russie est forte, la Russie est aux commandes. Cette année, les invités sont arrivés. Et la première chose qu'ils ont vue n'était pas une Russie forte. C'était une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la ville. А это как оно так? Ты увидел, как это началось? Quelques heures avant le petit déjeuner, des drones ukrainiens avaient traversé plus de 1100 km de territoire russe et frappé la ville où Poutine était né. Précisément le seul jour de l'année où le monde entier avait les yeux rivés sur elle. Le jour qu'il avait lui-même choisi pour prouver que la Russie est en sécurité. Le monde a qualifié cela de nouvelle humiliation pour Poutine. Mais un détail important a échappé à beaucoup. Ce n'était pas une attaque qui a percé la défense russe par hasard, mais une offensive où chaque cible a été choisie avec soin. Et ce que ces cibles représentaient ensemble donne de nombreuses raisons à Poutine et à son gouvernement d'être très inquiets. Pour comprendre la raison, il faut regarder ce qui a pris feu ce matin-là. Et la première cible en dit long. Mais d'abord, laisse-moi te dire quel jour c'était. Parce que ce qui se passait à Saint-Pétersbourg n'était pas un événement ordinaire. C'était le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Pensez-y comme la version russe de Davos. Cette réunion annuelle en Suisse qui rassemble des dirigeants, des banquiers et les plus grands investisseurs du monde. C'est la vitrine que la Russie organise chaque année pour montrer au monde qu'elle est toujours une grande puissance, qu'il vaut la peine d'y investir, que les sanctions n'ont rien fait tomber. C'est en quelque sorte la fête personnelle de Poutine. Le forum se tient sous son patronage depuis 2006. C'est lui qui clôture l'événement, toujours avec le grand discours de la session principale. Et, cette année-là, le discours était prévu 2 jours après l'attaque. L'Arabie Saoudite était l'invité d'honneur. Et même un représentant lié à la Maison-Blanche de Trump avait confirmé sa présence dans le public. Alors, réfléchis au choix du moment. Parmi tous les jours de l'année, l'Ukraine a justement choisi le jour où Poutine avait le plus grand nombre de regards étrangers tournés vers sa ville. Ça ressemble à une simple provocation, mais c'était bien plus que ça. Et il y a une chose que tu dois savoir. Pour comprendre l'ampleur, cette attaque n'est pas venue de nulle part. La veille, la Russie avait lancé plus de 600 drones et missiles sur des villes ukrainiennes, tuant plus de 20 personnes, dont des enfants. Saint-Pétersbourg a été la réponse de l'Ukraine. Et c'était une réponse impressionnante. La première cible était un terminal pétrolier, à environ 16 km du centre où le forum allait se tenir. Voici la première chose à comprendre. Pour la Russie, le pétrole n'est pas seulement du pétrole. C'est la source de l'argent qui finance la guerre. C'est de là que provient une grande partie de ce qui finance les missiles, les soldats, les chars. C'est pourquoi, depuis plus d'1 an, l'Ukraine mène une campagne systématique contre les raffineries et les terminaux pétroliers russes. Et les chiffres sont effrayants pour la Russie. À certains moments, près de 40% de la capacité russe d'exportation de pétrole a été mise hors service, avec des files de pétroliers à l'arrêt, attendant. Dans le golfe de Finlande, dans les régions occupées, les stations-service ont dû limiter la quantité de carburant que chaque personne pouvait mettre dans son réservoir. Le robinet qui alimente la guerre coule de moins en moins. Alors le terminal en feu, tout seul, avait déjà du sens, frappé au portefeuille. Mais c'est là que tout est devenu étrange. Parce que la même nuit, de l'autre côté de la ville, une deuxième cible a été touchée. Et cela ne semblait pas lié au premier. Avant de poursuivre, si cette analyse vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. La suite concerne une partie que peu ont remarqué. La deuxième cible était un navire de guerre.
Une corvette russe appelée Boïki, touchée à l'intérieur de la base navale de Kronstadt, qui se trouve juste à l'entrée de Saint-Pétersbourg. C'est l'un des navires les plus modernes de la flotte russe, armé de missiles capables de couler des navires ennemis. À première vue, cela n'a pas de sens, non ? Pourquoi dépenser des drones précieux sur un navire qui était à l'arrêt à la base, de l'autre côté de la ville, loin du terminal pétrolier ? Ce sont deux cibles très différentes. Ou du moins, c'est ce qu'elles semblent être. Mais voici la connexion qui change tout. Cette corvette, la Boïki, faisait partie du dispositif qui protège le pétrole russe en mer. Ça fonctionne comme ça. La Russie utilise une flotte de pétroliers déguisés. Des vieux navires, battant pavillon d'autres pays avec de faux registres pour vendre du pétrole en contournant les sanctions. Elle est appelée la flotte fantôme. Et des navires de guerre comme le Boïki servaient à escorter et protéger ces pétroliers. Pour vous donner une idée, l'année dernière, cette même corvette a escorté un cargo par la Manche, le passage maritime entre l'Angleterre et la France. C'était la première fois que la Russie envoyait un navire de guerre pour escorter la flotte fantôme par là. Et la marine britannique a tout suivi de près, avec une frégate et des avions. Cette corvette avait également déjà escorté des cargaisons militaires quittant la base russe en Syrie. Autrement dit, ce navire n'était pas ordinaire, mais essentiel à la logistique de guerre russe. Et il y a plus. Les enquêteurs ont découvert que la Boïki était allée jusqu'à falsifier son propre signal d'identification. Elle apparaissait dans les systèmes de suivi comme si c'était un simple bateau de pêche. Un navire de guerre se fait passer pour un bateau de pêche. La flotte fantôme prise au pied de la lettre. Tu comprends ce qui s'est passé. Ce n'était pas deux cibles sans rapport, c'était la même chose, attaquer des deux côtés, l'argent du pétrole. Et le muscle qui protège cet argent. L'Ukraine a frappé les revenus de la Russie au terminal, sur terre, et a frappé de nouveau le navire qui protège ses revenus, en mer. Et il y a un détail qui a eu un effet symbolique énorme. La corvette a été touchée directement sur sa propre base, chez elle, à l'arrêt pour réparation depuis février. Un blogueur militaire russe, de ceux qui soutiennent la guerre, a écrit que la raison pour laquelle le navire était là sans protection est une question à mettre entre parenthèses. C'est la façon russe de dire, c'est un sujet embarrassant. Mieux vaut ne pas en parler, et ce n'est pas la première fois. Selon les Ukrainiens, c'est le 3e navire de la flotte de la Baltique qu'ils parviennent à endommager dans cette guerre. Mais tout cela soulève une question encore plus grande. Comment des drones ukrainiens peuvent-ils atteindre une distance de 1100 km ? Ils entrent dans la base de la flotte de la Baltique, et personne ne les en empêche. Et c'est bien cette question qui devrait vraiment effrayer le gouvernement russe. Parce que 1100 km, c'est énorme. C'est une distance qui, pendant des siècles, a été la meilleure défense de la Russie. Le pays est si vaste, si profond, que l'ennemi n'arrivait tout simplement pas à atteindre son centre. Mais cela a pris fin, et ce n'était pas un cas isolé. Quelques semaines auparavant, des drones ukrainiens avaient frappé la base aérienne de Chagol, dans la région de Tcheliabinsk, dans l'Oural, à plus de 1700 km de la frontière. Savez-vous ce qui attire le plus l'attention ? Cette région, de l'autre côté de l'Oural, a toujours été considérée comme trop éloignée pour être atteinte. Untouchable. Mais l'Ukraine a réussi à envoyer ses drones jusque-là et à endommager certains des chasseurs les plus modernes et les plus chers de la Russie. Le schéma se répète, toujours plus en profondeur. Mais, en ce qui concerne les attaques à Saint-Pétersbourg, savez-vous ce qui s'est passé lorsque les drones sont finalement apparus dans le ciel de la ville ? À plusieurs reprises, des hommes ont été vus en train de tirer sur les drones, essayant de les abattre. Et regardez, ce n'est pas comme ça qu'on défend une grande ville, c'est ce qu'on fait quand le système de défense a déjà échoué et qu'il ne reste plus qu'à improviser. La Russie affirme avoir abattu des centaines de drones ce jour-là. Peut-être bien qu'elle l'a fait, mais il a suffi que quelques-uns passent.
qu'ils visent les bonnes cibles pour que le message passe. Et il y a une deuxième partie de cette histoire qui est presque incroyable. Je parle de l'arme qui a fait ça. Les drones longue portée que l'Ukraine utilise le plus aujourd'hui coûtent, chacun, à peu près le prix d'une voiture populaire. Ils sont en grande partie fabriqués en contreplaqué. Une entreprise ukrainienne en fabrique environ 200 par jour. Cette entreprise s'appelle Firepoint. Le drone, le FP1, chacun coûte environ 55 000 $, le prix d'une voiture, et Firepoint en fabrique environ 200 par jour. Aujourd'hui, ces drones représentent plus de la moitié de toutes les attaques ukrainiennes à longue portée contre la Russie. Et voici la partie curieuse. L'entreprise a été fondée en 2022 par des personnes qui ne venaient pas de l'industrie de l'armement. Il y avait un architecte, des gens du cinéma, même un designer de jeux vidéo. Des gens ordinaires qui, après l'invasion, ont décidé de construire des drones bon marché. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses consultants nul autre que Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, qui dit que Firepoint change la donne. Pour guider ces drones aussi loin, les Ukrainiens ont mis en place un système ingénieux. Un drone relais se rend jusqu'aux eaux internationales et retransmet le signal au drone d'attaque, probablement en utilisant l'internet par satellite. Technologie bon marché, intelligente, difficile à arrêter. Et c'est là que ça devient absurde. D'un côté, la Russie géante, avec des navires qui coûtent des fortunes et une profondeur territoriale vieille de plusieurs siècles. De l'autre côté, des drones en contreplaqué qui ressemblent à des jouets, et qui coûtent le prix d'une voiture. Nous arrivons ici au moment clé de l'histoire. Le moment où les 3 cibles cessent d'être 3. Tu te souviens du forum économique ? De la fête que Poutine organise pour montrer sa force. Ce n'était pas un hasard de calendrier. C'était la 3e cible. Et le seul des 3 qui n'est pas un objet que tu peux incendier. C'est une idée. Le forum existe pour une seule chose. Prouver que la Russie maîtrise la situation, stable, intouchable, ouverte aux affaires. Poutine allait monter sur cette scène 2 jours plus tard, en personne, pour vendre exactement cette image au monde. Le porte-parole du gouvernement russe lui-même avait déjà prévenu que le discours serait axé sur l'économie, mais que la politique serait également abordée. Selon lui, il n'existe pas aujourd'hui d'économie à l'état pur. Autrement dit, il n'est plus possible de séparer l'économie de la guerre. Et c'est sur cette scène que l'Ukraine a fait passer son message. Pas aux généraux russes, aux invités, aux 20 000 étrangers qui venaient tout juste de débarquer. Le message était simple. Regardez où vous êtes assis. Regardez ce que la Russie n'arrive pas à protéger. Même pas dans la ville où son dirigeant est né. Même pas le jour le plus important de son calendrier. Et ce n'est pas la première fois que l'Ukraine choisit précisément les tribunes où Poutine essaie de paraître fort. Quelques semaines plus tôt, il avait raccourci le défilé militaire du jour de la victoire à Moscou, le plus grand symbole de fierté du pays, par crainte d'une attaque de drone. Celui qui raccourcit son propre défilé a déjà reçu le message. Alors, regarde ce qui a vraiment été touché ce matin-là. L'argent, le terminal pétrolier, la force, le navire qui protège cet argent. Et la vitrine. L'image d'un pays maître de la situation. Elle a démonté devant le monde entier la machine qui maintient Saint-Pétersbourg debout. Et regarde ce que Poutine a fait ensuite. Il est monté sur scène, 2 jours plus tard, et a prononcé un discours sur une Russie forte et stable. Comme si la fumée n'avait jamais existé. Et les autorités russes se sont empressées d'empêcher la publication de photos et des vidéos des dégâts. D'ailleurs, cela fait partie d'une politique que la Russie appliquait déjà dans des dizaines de régions, en infligeant des amendes à ceux qui publiaient des images montrant l'état des lieux après une attaque. Ce silence est la partie la plus révélatrice de tout cela. Après tout, pourquoi ont-ils besoin de cacher cela ? Ils ont éteint l'incendie en quelques heures. Mais l'image, celle d'un pays qui n'arrive même plus à protéger la ville où son dirigeant est né, le jour même qu'il a choisi. Cette image, on ne peut pas l'effacer.
Et c'était ça la véritable cible. Pas le pétrole, pas le navire. L'idée que la Russie est aux commandes. Chaque mois qui passe, les drones vont plus loin, coûtent moins cher, frappent plus d'endroits, en même temps. Ce qui rend cette idée de plus en plus difficile à soutenir. Alors, la question n'est plus de savoir si la Russie peut défendre Saint-Pétersbourg. C'en est une bien plus grande. Combien de temps un pays peut-il dire au monde qu'il est en train de gagner, tout en cachant ses propres photos ? Écris dans les commentaires ce que tu en penses. C'est exactement le genre de sujet que nous allons continuer à suivre de près ici sur la chaîne. Alors profitant pour t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de ce qui arrive. À la prochaine vidéo.